Rebonjour ou bonjour à tous. Alors après le pourquoi que nous avons abordé dans la première table ronde de la matinée, nous allons essayer de détailler maintenant le comment concevoir des produits éco-responsables, des produits durables, avec quels outils, quelles méthodes et finalement quels résultats. Deux invités sur le plateau et un en distanciel pour répondre à cette question. Je vais commencer par Solène Laurent qui est en distanciel. Bonjour Solène, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour, oui, je vous entends très bien. Parfait. Vous êtes référente éco-conception au CETIM, le CETIM qui est le centre technique des industries mécaniques que toutes les entreprises françaises ou presque doivent connaître aujourd'hui. À ma droite, sur le plateau, Xavier Adam. Bonjour Xavier, vous êtes responsable des outils Sustainability chez Dassault Systèmes, éditeur de logiciels dans le domaine du PLM, de la CAO, de la simulation aujourd'hui que l'on connaît bien. Et enfin, à ma gauche, Olivier Erthelin, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes le PDG de PTC France, un éditeur américain qui édite également, comme Dassault Systèmes, des outils de PLM, des outils de CAO. Et vous êtes, je crois, très engagé, vous, dans l'IoT et dans l'association de cette IoT avec l'ingénierie numérique. Tout à fait. Première question à Solène Laurent, si vous m'entendez toujours. Question très simple, mais comme le CETIM a un rôle un peu de référent en matière technologique et environnementale, sur quoi repose le concept d'éco-conception ? Alors, un produit éco-conçu, c'est un produit, en fait, par rapport à un produit non éco-conçu, qui va avoir moins d'impact sur l'environnement, sur tout son cycle de vie, à performance égale. Donc ça, voilà, c'est deux notions très importantes. C'est la génération de moins d'impact sur l'environnement sur tout le cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie, et à performance égale. C'est ce qu'on disait finalement dans la première table ronde, c'est pas seulement le produit, mais c'est aussi l'usage du produit et son recyclage en fin de vie. Oui. Ah oui, oui, c'est tout le cycle de vie. Alors, quelles sont les entreprises qui s'adressent au CETIM lorsqu'elles veulent aborder cette problématique de l'environnement durable ? Et pourquoi elles s'adressent à vous ? Alors les entreprises vont être en premier lieu en fait nos cotisants, puisqu'on a 6000 entreprises de la mécanique qui sont cotisantes. Mais aujourd'hui, on observe aussi beaucoup d'autres entreprises manufacturières de différents secteurs qui vont s'adresser à nous. Donc c'est essentiellement des fabricants de produits. Les raisons essentielles, elles viennent chercher quoi ? Du savoir-faire, une aide technique, un accompagnement peut-être même financier à travers votre sollicitation, la sollicitation du CETIM ? Alors, en premier lieu, elle d'abord pour une sensibilisation, une acculturation à l'éco-conception, comprendre en fait les grands enjeux, puisque je pense que ça a été un petit peu abordé dans la table ronde précédente. Il y a beaucoup d'enjeux à la fois économiques, réglementaires, qui vont tourner autour de l'éco-conception. Et une fois qu'elles sont convaincues, elles vont se lancer dans la démarche, intégrer une démarche d'éco-conception chez elles. Et là, elles vont avoir besoin de soutien, donc à la fois pour intégrer étape par étape l'éco-conception dans l'entreprise et la maîtrise des différents outils. Et également, elles vont se tourner vers le CETIM par rapport en fait à notre capacité à les accompagner dans la reconception et la recherche de solutions techniques. Donc par exemple, s'il faut alléger le produit, réduire le bruit, réduire sa consommation d'énergie, on va aller chercher les différents spécialistes mécaniciens voilà, pour trouver des nouveaux matériaux, des nouveaux produits qui consomment moins d'énergie, etc. Est-ce qu'il y a un type d'entreprise particulier ou c'est transsectoriel et de la PME à l'ETI qui vient vous voir ? Oui, alors là, on a de tout, on va dire de la start-up de 3-4 personnes jusqu'au grand groupe. Et c'est en progression, c'est stable ? Rapidement, un tableau ? Nous, c'est ce qu'on constate. Je trouve qu'il y a, on va dire une explosion des demandes depuis la sortie du premier confinement, pardon. Ça justifie l'organisation de ces tables rondes. Xavier Adam. Je confirme l'envolée des demandes sur le sujet chez nous aussi depuis ça nous rassure, dernière. Ça nous rassure. Alors, vous êtes monsieur Sustainability chez Dassault Systèmes. Je crois que ce poste a été créé il y a quelques temps. Est-ce que ça veut dire que c'est aujourd'hui une stratégie ancrée dans le marbre chez un éditeur de logiciels ? La sustainability, c'est-à-dire le développement durable en français dans le texte ? Alors clairement, chez Dassault Systèmes, c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN depuis de nombreuses années. On propose des univers virtuels à nos clients pour harmoniser produits, nature et vie.
Donc ça, c'est central pour nous. Et plus récemment, il y a en effet une équipe Sustainability qui a été montée sous le leadership de Alice Tinland, et on est organisé sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle expérimenter le changement. Comment nous, Dassault Systèmes, dans la manière dont on opère, on prend en compte des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, des ratios de femmes à des postes de management. Donc, ce n'est pas que des critères environnementaux, mais c'est aussi des critères sociaux et sociétaux. RSE, oui. Voilà, tout à fait. Le deuxième pilier sur lequel moi j'interviens, c'est comment, en fait, au niveau de nos solutions, on fait de la performance environnementale un des piliers et un des moteurs pour nos clients. Et ça passe notamment avec des objectifs chiffrés pour nous. D'ici 2025, on veut que 2/3 de nos nouveaux produits aient une contribution de développement durable. Donc on a notamment pas mal de discussions quand on parle de développement durable. Il y a ces fameux 17 objectifs des Nations Unies. Ça fait beaucoup. C'est 10 années qu'on a là pour essayer de renverser tous les changements climatiques, environnementaux qu'on vit, et pour arriver à changer la tendance. Donc c'est vraiment important pour nous. Et le troisième pilier, pour finir, ce qui est le pilier collaboration, ça a été évoqué lors de la dernière table ronde, c'est que pour résoudre ces défis titanesques, on ne peut rien faire seul. On ne peut rien faire seul. Donc c'est des collaborations publiques-privées entre différentes entreprises privées, c'est des partenariats qu'on fait avec nos clients, c'est des ONG, et c'est aussi beaucoup de travaux en interne chez nous pour sensibiliser les collaborateurs à ces enjeux-là, puisque en effet, on a parlé tout à l'heure, il y a une tendance à simplifier ces problématiques-là, mais ces problématiques-là sont très complexes et elles doivent être prises de manière holistique. Quelles sont les entreprises qui vous interrogent sur le sujet lorsqu'elles viennent voir un éditeur comme Dassault Systèmes? Ce sont des grandes entreprises, des secteurs particuliers? Est-ce que c'est un critère véritablement aujourd'hui important lorsqu'elles veulent aller chez un éditeur et utiliser de la 3D, des outils numériques pour concevoir leurs produits de demain? Alors, comme je disais, on voit vraiment une nette demande depuis la fin d'année dernière autour de l'éco-conception. Dassault Systèmes, on sert 11 industries, et je dirais que dans toutes les industries, on voit une tendance de fond. Certaines industries sont un peu plus matures parce que soit une pression réglementaire accrue ou soit une demande accrue des consommateurs. Mais clairement, dans toutes nos industries, on a des clients qui viennent nous solliciter pour nous questionner sur comment en fait, nos outils peuvent les aider à les accompagner dans cette démarche pour quantifier, pour mesurer les impacts environnementaux de leurs produits. Ça devient un vrai critère de performance au même titre que la vitesse, si c'est un outil de déplacement, qu'un autre critère classique. Ça devient, en fait, on a évolué, je dirais, d'un marché où les outils d'éco-conception étaient des outils de niche, utilisés uniquement par des experts environnementaux, à vraiment des outils qui sont de plus en plus utilisés et dont l'utilisation devient systématique. Et c'est ce qu'on voit depuis quelques mois, c'est que si vous relisez les rapports annuels des grandes entreprises industrielles, des grands groupes, ils ont tous fait de l'ACV sur au moins un projet pilote pour évaluer le critère environnemental parce que les consommateurs le demandent. Bien sûr. Olivier Artolin, vous êtes le patron d'un éditeur américain à la base? Oui. Est-ce que ça change quelque chose dans la perception des enjeux dont on parle depuis ce matin sur l'éco-responsabilité, le développement de produits durables, ou est-ce que finalement c'est la même chose pour vous en termes de service à vos clients? Alors, premier point, on peut dire en effet que l'Europe est en avance sur la perception au niveau des industriels de ces enjeux et de leur incorporation dans leur stratégie. On voit ce phénomène et cette priorité arriver également aux États-Unis, au même titre que le disait M. Adam pour Dassault. On a un responsable solution qui porte le sujet environnemental et qui va faire un même type de table ronde aux États-Unis la semaine prochaine. Donc on a beaucoup échangé pour préparer ce plateau aujourd'hui. Les États-Unis ont changé aussi récemment et heureusement reviennent à la table de ces discussions sur le développement durable et ça va de toute façon amener ces entreprises à se transformer également. Mais c'est une chance, comme vous le disiez dans le plateau précédent, d'avoir l'Europe et la France qui soient précurseurs et qui apportent des bonnes idées sur ce sujet. À ce titre-là, en tant
qu'éditeur de logiciels. D'abord, on a tout un panel de solutions qui permettent aujourd'hui d'apporter des réponses. Vous l'avez dit, au niveau de la conception, on va démarrer par là, au niveau du PLM, de la gestion du cycle de vie du produit, de la boucle de feedback qu'on va récupérer au travers des objets connectés et de la réalité augmentée qui va permettre de réduire des temps de cycle et d'éviter des réunions présentielles tout au long du cycle de vie. Ce qui est important, c'est de prévoir ces activités dès la phase de conception pour le produit qu'on va faire, dans sa phase de fabrication, dans sa phase de service, entre les deux, même dans sa phase de commercialisation et de marketing, pour raccourcir le cycle, essayer de faire bien du premier coup avec des clients pilotes qui vont tester le produit, et dans sa phase de recyclage et de fin de vie et de l'anticiper. Et donc c'est en effet une priorité. On va essayer de le détailler ça tout à l'heure. Finalement, même question, est-ce que vous répondez systématiquement à une demande client ou est-ce que la majorité des clients qui viennent vous voir avec ce sujet-là comme prioritaire, c'est parce qu'ils ont une réglementation qui les contraint ? Pour moi, aujourd'hui, la réglementation, elle est secondaire, c'est le marché qui sanctionne d'ores et déjà. C'est-à-dire que les clients qui viennent nous voir, s'ils n'incorporent pas de l'éco-design dans leur façon de travailler, il y a une sanction leurs du public, clients s'éloignent. Quel leur que soit le marché sujet, B2B, s'éloigne. B2C ? B2B, B2C. Ouais. L'exemple aujourd'hui, on voit fortement le développement du rail sur certains trajets pour remplacer l'avion. Si on veut continuer à faire des avions demain, il faut que ces avions deviennent rapidement éco-responsables. Bien sûr. Solène Laurent, j'espère que vous m'entendez. Oui. Oui. Qui dit éco-conception dit analyse de cycle de vie, on en a un petit peu parlé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un outil et une méthode qui est ACV, analyse de cycle de vie ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, donc c'est vrai que j'ai pas pu assister en fait à toute la première table ronde. Alors l'analyse de cycle de vie, en fait, c'est l'outil de référence aujourd'hui pour, on va dire, évaluer les impacts environnementaux sur un produit et sur tout son cycle de vie. Et en fait, donc nous aujourd'hui, l'outil en fait qu'on propose, qu'on a co-développé avec la société Altermaker, qui s'appelle Eco-Design Studio, c'est un outil donc un peu innovant puisqu'il propose en fait à la fois un module d'analyse de cycle de vie, alors là simplifié, puisque ça nécessite pas des compétences très importante en éco-conception pour pouvoir l'utiliser, mais il est aussi structuré sur toute la démarche en fait d'éco-conception des produits de la mécanique, qui fait aujourd'hui l'objet d'une norme européenne et dont le CETIM avec l'ENSAM est à l'origine de travaux de thèse. Et donc en fait cet outil, il va reprendre toutes les étapes de l'éco-conception depuis l'analyse stratégique jusqu'au bilan final, pour développer un produit éco-conçu et intégrer ce module d'analyse de cycle de vie simplifié qui va permettre au bureau d'études de faire des études assez simples et de comprendre en fait où sont les principaux impacts environnementaux sur le cycle de vie d'un produit. Quand vous dites simplifier, c'est parce que les outils d'ACV sont historiquement complexes et donc n'ont peut-être pas eu le succès escompté ? Alors, c'est des outils qui sont très puissants, que nous on utilise aussi en tant que consultant en éco-conception, mais qui nécessitent une certaine formation, une certaine compétence et une certaine expertise pour pouvoir les utiliser. Donc voilà, ils sont justifiés dans certains cas, mais c'est vrai que pour une entreprise et notamment une PME qui voudrait faire une première démarche et comprendre en fait où sont les principaux enjeux du point de vue environnementaux dans son produit, on peut utiliser des outils beaucoup plus simples qui sont déjà en fait pré-paramétrés avec des bases de données plus simples et qui montrent de très bons résultats. Enfin, c'est ce que vous avez montré par exemple dans la vidéo juste avant notre session. Peut-être une question bête, est-ce qu'il y a aujourd'hui une formation d'éco-concepteurs qui, justement, forment les ingénieurs ou les techniciens qui en sortent à utiliser ces outils d'ACV ? Alors il y a plusieurs formes. En fait, il y a des formations donc à l'école qui existent. Donc là ça va à la sortie, on va vraiment avoir des consultants expérimentés en éco-conception. Et sinon, le CETIM, mais aussi d'autres organismes proposent en fait des formations. Donc nous, c'est en 2 jours, pour avoir une première maîtrise en fait de l'éco-conception et de ces outils simplifiés. Donc il y a différents niveaux pour répondre à différents besoins. Mais donc, en 2 jours, vous êtes capable, vous, le CETIM, d'apporter un niveau de compétence suffisant à un ingénieur mécanicien traditionnel, je dirais, pour prendre en charge votre outil, voire un outil d'ACV un peu plus sophistiqué, et l'appliquer au quotidien dans son entreprise.
Oui. Et souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait cette formation de 2 jours et après, l'idée, en fait, c'est d'aller jusqu'à la reconception parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un produit reconçu sur la table. Donc après, voilà, on continue d'accompagner l'entreprise, pendant 6 mois, 1 an, suivant son processus de conception, pour aboutir à ce produit, reconçu et valoriser, tout ce qui a été fait. Merci. Xavier Adam, j'ai regardé, moi, dans un article que j'ai fait il y a maintenant près d'une quinzaine d'années, je crois que SolidWorks, l'un des outils phares de chez Dassault Systèmes, avait un outil d'ACV intégré. Pas toujours d'ailleurs. Alors, il l'a toujours. Où en êtes-vous aujourd'hui? J'ai l'impression, moi, que cet outil a plus ou moins, enfin, n'a pas eu le succès escompté parce que c'était un outil assez complexe et peut-être que vous étiez en avance de phase par rapport aux besoins du marché. Où en êtes-vous précisément, vous, dans votre gamme de produits, pour satisfaire cette demande en termes d'outils d'analyse de cycle de vie permettant d'éco-concevoir? Alors en fait, en effet, l'outil est sorti une 10-15 d'années, SolidWorks Sustainability, donc il est toujours à notre portefeuille et disponible pour les utilisateurs SolidWorks. Par contre, en effet, je pense qu'il est arrivé trop tôt et il répondait à un besoin assez niche de pouvoir faire de l'éco-conception, de l'analyse de cycle de vie en contexte d'un design. Et en fait, on est en train de développer la nouvelle génération d'ACV dans notre produit phare, notre plateforme 3D Experience, qui sera beaucoup plus large en termes d'usage, puisqu'on pourra faire de l'analyse de cycle de vie en contexte d'un jumeau numérique produit, mais aussi d'un process, et n'importe quelle structure de données en fait, que nos clients vont concevoir dans la plateforme. Ce qui va permettre un partage beaucoup plus important et des itérations, parce qu'en fait, ce qui est clé quand on fait une analyse de cycle de vie, c'est faire un premier état à partir des choix des matériaux, à partir des choix de supply chain, enfin quels vont être les biens qui vont être manufacturés, quels sont les biens qui vont être assemblés, l'organisation industrielle. Donc c'est une approche holistique, la CV, et notre plateforme, elle permet ça. Elle permet la collaboration autour d'un jumeau numérique, une collaboration multidiscipline avec les ingénieurs mécaniciens, avec les ingénieurs électroniciens, les personnes qui font l'ingénierie système. Toutes ces personnes-là vont pouvoir collaborer et partager le résultat de leur ACV préliminaire et itérer dessus. Et c'est ça qu'on pense qui va être clé. Et on a aussi travaillé aussi pour rendre l'outil le plus accessible possible. En fait, notre volonté, c'est de rendre n'importe quel designer éco-designer en fournissant justement de base des outils pour évaluer les impacts carbone, les impacts en termes d'usage de l'eau très tôt dans le cycle. Parce que le plus tôt on arrive à les détecter dans le cycle, en faisant des analyses préliminaires, meilleurs seront les choix. Et ensuite, une autre facette de notre produit, c'est qu'on va aussi coupler ça avec une analyse de coûts. On a parlé dans la table ronde précédente aussi. Quand on parle aussi d'améliorer, de limiter les impacts environnementaux, souvent ça a un coût. Donc c'est aussi de permettre aux ingénieurs et aux décideurs chez nos clients de faire les bons choix, les arbitrages, d'avoir une balance, oui. D'avoir la balance coût et impact environnemental. Finalement, quand je réfléchis à votre position, vous, en tant qu'éditeur de logiciels, vous êtes finalement les mieux placés pour proposer des outils qui soient utilisables facilement et donc pérenniser cette approche de développement durable. Mais est-ce que ça passe forcément par des outils de CV? Est-ce que finalement le digital, et on va en parler aussi avec vous Olivier, est-ce que le digital n'a pas aussi une vertu pour que les produits soient plus éco-responsables? Clairement, la CV, ça va être l'outil, un peu le juge de paix, qui va permettre de mettre tout le monde d'accord. On va pouvoir faire une analyse quantifiée, donc avec des bases scientifiques, de savoir quels sont les impacts environnementaux sur l'ensemble de la chaîne. Mais aussi aujourd'hui, on parle beaucoup de gaz à effet de serre, mais il y a plein d'autres problèmes environnementaux. Il y a des problèmes d'impact sur la biodiversité, sur l'usage qui est fait des terres. Donc c'est aussi l'intérêt de la CV, c'est qu'il va permettre de faire une analyse multicritère et qu'à partir de cette analyse-là, on va pouvoir utiliser d'autres outils de modélisation et de simulation au travers notamment des jumeaux numériques pour avoir des matériaux qui soient plus durables, pour dès la phase de conception
étudier la phase de démantèlement, aller vers plus de modularité, vers des recyclages en bout de chaîne si on n'a pas d'autre choix. Mais vraiment, c'est prendre en compte ces contraintes-là dès les phases de design. Donc pour ça, la modélisation, on parlait tout à l'heure dans la table ronde précédente de système de système. CATIA, par exemple, notre outil de simulation phare, permet de faire de la modélisation de système. Et ça, on va pouvoir le coupler avec l'analyse de cycle de vie, ce qui nous permettra justement aujourd'hui d'adresser des marchés type une ville, concevoir un ensemble urbain cohérent avec des flux de transport, des flux d'énergie, des flux de matière qui vont pouvoir être évalués sur ces analyses multicritiques. Donc une forme de radar qui donne un tableau global et qui permet de donner les indications des cibles vers lesquelles les critères. De pouvoir montrer ce qu'on appelle les hotspots, les zones rouges, là où on doit prioritairement travailler. Qui vont avoir le plus d'impact sur le produit. Qui va avoir le plus d'impact sur le produit final. Olivier Artolin, même question, où en êtes-vous au sein de la gamme PTC? Comment aidez-vous vos clients à faire les produits de demain plus éco-responsables, plus verts, plus légers, moins consommateurs d'énergie? Ça passe uniquement par la CV ou vous avez une gamme d'outils qui peut aider vos clients? Alors la gamme est très vaste, je vais donner trois exemples. Voilà, 2 ou 3. Voilà, 3 exemples. Déjà, pour structurer les objectifs qu'on recherche, je pense qu'il y a 3 niveaux de gains qu'on va aller chercher. Le niveau 1, c'est le gain sur l'impact du produit lui-même, sur l'environnement, de par ses émissions de gaz à effet de serre, de par les composants qu'il contient et les matières qui vont être utilisées pour sa fabrication. Le deuxième, c'est l'impact du processus de fabrication. Et le troisième, c'est tout ce qui est à côté, donc les déplacements des collaborateurs, les frais de transport, et l'impact des transports, des matières utilisées pour la livraison, etc. Premier élément que j'ai envie de mettre en avant, c'est le generative design, qui pour moi a un impact immédiat, qui est un quick win pour les entreprises, qui permettent d'utiliser donc des algorithmies afin de faire peser des contraintes sur le produit final, donc de concevoir d'une manière différente, et par exemple de concevoir des matériaux plus légers. Un exemple immédiat, c'est celui de Volvo Renault Trucks, pour qui concevoir un camion plus éco-responsable demain, ça veut dire plus léger et avec plus d'électricité versus des moteurs thermiques, c'est vital pour pouvoir maintenir du transport par la route. Et cette utilisation du generative design a permis de réduire la masse de certaines pièces mécaniques jusqu'à 75%. Faire des pièces 75% plus légères avec la même performance technique. C'est ça, avec la même performance technique, voire avec des performances de risque de rupture plus faibles. Vous savez pour quel type de pièces? Des pièces de structure? Des pièces de structure, des pièces de carrosserie. En un mot, le generative design, c'est une solution technologique qui permet de trouver la forme, la topologie d'une pièce en donnant les contraintes de cette pièce. C'est ça. Initialement. On part quelque part de la fin. On part de la fin. de la contrainte qu'on veut faire peser sur le composant plutôt que de partir du début, c'est-à-dire l'agrégat d'un design industriel classique. Et on demande à l'ordinateur de mettre la matière là où il en faut et seulement là où il en faut. Et on demande à l'ordinateur de proposer des simulations de design. Donc ça se couple idéalement avec le Simulation Live qui permet de simuler la pièce et la tenue de la pièce, exactement, et le support de ces contraintes. Donc première technologie, générative design. Le deuxième, toujours dans le monde du CAD, ça va être le CAM, c'est-à-dire, et là je rejoins ce que disait M. Adam auparavant, c'est-à-dire la capacité à simuler typiquement un processus de fabrication, à simuler aussi un cycle logistique de transport et aller jusqu'au bout, jusqu'au recyclage du produit, et de faire ça le plus en amont possible et avec les inputs, les feedbacks d'utilisateurs tout au long de cette chaîne, en phase de test, donc en phase de développement. Et ça m'amène au troisième élément, qui est l'usage de la réalité augmentée, qui, dans les phases de conception, par des revues de design, non pas sur des prototypes physiques en personne, mais sur des prototypes virtuels avec des concepteurs qui peuvent être à distance, sur des revues marketing avec des clients pilotes, en utilisant aussi des technologies de type rendering qui permettent d'affiner la qualité de la maquette qui va être présentée et de jouer sur ses options et variantes, de présenter un produit et donc de le faire bien la première fois, parce que ça aussi ça coûte très cher, de tester dans le monde physique, dans le monde réel, bien entendu, des produits et de refaire jusqu'à ce que ça, première étape,
convienne à tous les concepteurs, et deuxième étape, convienne aux clients. Et la dernière étape, c'est de produire, d'imaginer un produit qui, dans sa phase de maintenance, va pouvoir être maintenu grâce à la réalité augmentée. Donc d'éviter les déplacements d'experts, d'avoir aussi une maintenance qui se fait plus rapidement, parce qu'on va avoir les bonnes données sur le produit physique qui vont arriver en surimpression et qui vont permettre à un ingénieur de maintenance qui n'est pas un spécialiste dans un pays éloigné du site de fabrication d'avoir les bonnes informations et donc de prolonger la durée de vie du produit. Ça veut dire qu'en fait, on peut faire de l'ACV comme un monsieur Jourdain fait de la prose sans utiliser un outil d'ACV? Ou presque? On peut faire en tout cas un produit éco-responsable presque sans utiliser un outil d'ACV comme le disait Solène, mais en faisant plus léger, en évitant les déplacements, en utilisant la réalité virtuelle, qui sont toutes des technologies digitales. Donc digitalisez-vous. C'est ça. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça, digitaliser, expérimenter par rapport aux priorités qui sont les vôtres et qui vous permettent de mettre des choses en œuvre tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, et comme l'ont rappelé les personnes qui de la table la précédente table, on a 10 ans à peu près pour changer les choses. Donc, outre d'un n'aura-t-on enjeu pas le industriel, c'est aussi un élément de motivation formidable pour les ingénieurs concepteurs qui sont nos clients et pour nos propres collaborateurs. On contribue à quelque chose là, qui va au-delà de l'impact économique ou qui peut se lier à l'impact économique et à la profitabilité des entreprises, mais qui est un incontournable aujourd'hui si on veut que notre économie reste pérenne, tout simplement. Et puis les jeunes, ils sont très sensibles, donner du sens, avoir Absolument. une volonté de participer à l'éco-responsabilité. Si les entreprises veulent demain encore avoir des salariés, elles doivent y passer. Oui. Alors, une question collégiale, est-ce que mettre en œuvre l'éco-conception, cela change l'organisation des entreprises? Vous, Solène, les entreprises qui viennent vous voir, elles viennent chercher de la compétence, vous les accompagnez, mais est-ce que finalement, lorsqu'elles mettent en œuvre un projet, ça bouscule un petit peu leurs habitudes de travail? Alors oui, ça peut le bousculer un petit peu, on va dire. On essaie que ce soit le moins possible. En tout cas, ce qu'il faut, c'est forcément une personne qui va être référente de cette éco-conception et qui va animer cette thématique pour que ça puisse porter ses fruits. Donc il faut que dans l'entreprise, il y ait ce référent et puis surtout une équipe projet. Et le plus important, c'est que cette équipe projet, elle soit pluridisciplinaire, puisque l'éco-conception, ça va forcément fortement impacter le bureau d'études, puisque ça va être les choix techniques qui vont y être faits, mais ça va aussi impacter le service achat, puisque c'est eux qui vont passer les commandes auprès des fournisseurs, le service marketing, puisque c'est eux qui sont en relation avec les clients. Donc, qu'est-ce que veulent les clients aussi, ça c'est très important. Et puis la logistique, le SAV, puisqu'aujourd'hui on va parler de plus en plus de produits qui vont être réparables. Donc il va falloir mettre toute cette organisation en place. Xavier, dans la même question, est-ce que vous voyez chez vos clients qui utilisent vos outils numériques un changement organisationnel pour être plus performants à travers cette éco-conception de leurs produits? Clairement, il y a une tendance de fond et au-delà de l'éco-conception, je dirais qu'on voit une tendance avec une nouvelle économie qui est plutôt une économie qui va vers du service, l'économie de la fonctionnalité, tout ce qui est économie circulaire. C'est des problématiques sur lesquelles nos clients nous questionnent et ils s'organisent et ils font déjà un certain nombre de projets pilotes dans ces domaines-là pour arriver à justement avoir des produits qui soient plus durables, des produits qui soient mutualisés, qui soient réutilisables un maximum. Et le challenge, je dirais, de demain, c'est de concevoir des produits plus responsables, mais aussi des produits qui vont être utilisés plus dans la durée et qui, quand on voit par exemple le taux d'utilisation d'une perceuse, on a tous une perceuse chez nous, mais on l'utilise peut-être 1 heure dans toute sa durée de vie. Donc c'est des choses, c'est vraiment c'est une nouvelle mentalité qui doit émerger. C'est comment concevoir des produits qui vont pouvoir durer, sur lequel l'entreprise va plus rémunérer sur la quantité de produits vendus. D'ailleurs, c'est déjà le cas dans l'automobile, dans l'industrie automobile. L'industrie avait des objectifs de vente, de nombre de véhicules à vendre par année. Maintenant, ils sont passés sur des objectifs de marge, principalement. Donc on voit qu'il y a une tendance de fond
qui est de produire pour durer. Donc ça peut coûter plus cher parce qu'effectivement il faut utiliser des nouveaux outils, il faut utiliser des nouvelles méthodologies et puis voir l'ensemble du problème. Tout à fait, oui. Mais ça peut aussi rapporter gros entre guillemets. Ah oui, c'est ce que vous dites dans le domaine de l'automobile. C'est clairement un avantage concurrentiel si le problème est correctement posé. Et on parlait tout à l'heure de collaboration. Si on met en place des bons business models, ça peut être complètement rentable pour une entreprise et ça le sera de plus en plus dans les années qui viennent. Alors les outils, ça suffit pas, il faut se former, il faut être accompagné. Qu'est-ce que vous proposez les uns et les autres pour accompagner vos clients à être plus performants dans cette éco-responsabilité, Olivier Artolin? Alors, comme tout éditeur, on travaille énormément avec les grands intégrateurs, les grandes sociétés de services, et il faut qu'ensemble, on puisse mettre en place des cursus déjà tout simplement de formation qui permettent d'utiliser les outils qui existent aujourd'hui de la bonne manière, et des outils de transformation. Parce que vous l'avez évoqué, on remet sur la table des sujets de transversalité au sein de l'entreprise, ne pas avoir l'engineering qui travaille de son côté, puis le manufacturing, c'est une vraie collaboration puis le service. multimétier. Donc on remet des grands sujets de transversalité des processus au sein de l'entreprise, et on a besoin de ce type de compétences pour y arriver. Solène, même question, alors vous en avez un petit peu parlé, mais vous avez des services d'accompagnement spécifiques sur ce sujet de l'éco-conception ? Oui, et effectivement, ça va être autant accompagner l'entreprise dans comment dire, l'acquisition puis la maîtrise des outils d'éco-conception dont on a parlé tout à l'heure, notamment l'analyse de cycle de vie simplifié. Mais aujourd'hui, par rapport à ce que les deux personnes évoquaient également, on va aussi aller de plus en plus dans l'accompagnement vers une économie circulaire, une intégration de l'économie de fonctionnalité. Donc après, on peut aussi, on a aussi un réseau de partenaires. Donc on est capable d'accompagner les entreprises à la fois techniquement sur la recherche de solutions techniques, sur l'intégration des outils, mais aussi dans la mise en place de ces actions de façon plus large et dans l'organisation de l'entreprise. Y a-t-il des erreurs à ne pas commettre? Est-ce qu'il y a un tips à donner aux entreprises pour dire attention, ça, c'est pas la bonne solution, ou le critère que vous avez envisagé comme étant le plus impactant n'est pas le bon? Alors du coup, je parlerai plutôt des facteurs, on va dire, de réussite, mais c'est clairement une équipe pluridisciplinaire, puisque c'est ce que je vous disais, c'est vraiment important en fait d'impliquer les services comme le marketing, les achats et notamment le marketing, puisque c'est eux qui sont en lien avec les clients. Donc il faut s'assurer que derrière il y a bien un marché qui va répondre à ce type de produit et la façon dont il va être reconçu. Donc finalement, il faut choisir le bon produit lorsqu'on se lance pour faire une sorte de POC. Et ça, oui. Comment on fait pour choisir le bon produit? Est-ce qu'il y a pas une martingale, mais des astuces ou un processus, en quelques mots? Alors, ça va être, je pense, logiquement un produit innovant. Par exemple, si je prends l'exemple de nos solutions, il y a 2/3 des producteurs de véhicules électriques qui utilisent aujourd'hui nos solutions. Et quand on parle d'innovation, quand on parle de batterie, quand on parle de nouvelles motorisations, typiquement, c'est naturellement vers ces produits-là qu'on va s'orienter pour l'éco-conception, parce que c'est des produits qui sont en pleine maturation et sur lesquels on va avoir des marges de manœuvre énormes. Et les outils de production ne sont pas complètement encore installés. Donc on va pouvoir relocaliser des chaînes de valeur. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'Europe. Un avantage compétitif important, si on arrive à relocaliser les approvisionnements. En plus, on gagne en transport avec des petites usines qui sont plus flexibles. Et on évite justement ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des externalités négatives qui sont dans les pays typiquement asiatiques. Donc que les Européens, on est entre guillemets contents. On ne voit pas les pollutions, mais elles existent bien, c'est juste qu'elles sont de l'autre côté de la Terre. Donc en faisant ça aussi, on aide aussi à la prise de conscience. Est-ce que pour nous, ce qui est clé, c'est que le designer, il révèle l'invisible avec les outils d'ACV. C'est un phare qui est clair. Il peut réaliser quels sont les impacts de son design sur l'ensemble du cycle de vie. Et ça, c'est clé, et aujourd'hui, il le demande de plus en plus. Alors, Philippe Renonino est arrivé sur le plateau parce qu'on va se laisser 2-3 minutes pour les questions des internautes. Mais dernière question, Olivier Artolin, pareil, même chose, est-ce que vous avez un cas client emblématique qui a choisi une solution ou un produit et qui s'est dit, voilà, je vais le rendre écologiquement responsable et qui a gagné grâce à cette démarche?
Oui, le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est celui de Vestas, qui est fabricant d'éoliennes au Danemark. Alors c'est paradoxal, puisqu'il fabrique un produit dont la vocation est d'introduire des, Oui, mais les des matériaux, je énergies crois, non il y a fossiles. quelques sujets quand même Mais là-dessus. les matériaux, Ouais. le processus de fabrication, pareil, a généré un retour du marché de leurs clients, de dire, vous n'êtes pas au niveau qu'on attend. Ouais. Donc il a fallu changer les produits, les composants eux-mêmes. On revient au generative design, qui a aussi permis de gagner de la masse sur un certain nombre de composants, de prévoir le recyclage des pales à hauteur de 50% minimum en fin de vie, Alors qu'avant, c'était zéro. alors qu'avant c'était zéro, et de pouvoir diminuer l'effet CO2 dans la phase de fabrication. Donc, alors surtout dans les pays nordiques aujourd'hui, ce type de produit est extrêmement utilisé. Mais si vous voulez continuer à en développer, à en mettre en œuvre, il faut que vous soyez éco-responsable. Savez-vous si ça leur coûte plus cher aujourd'hui, cette éolienne éco-conçue par rapport au modèle précédent? Alors, de la même manière qu'il y a trois natures de gains écologiques qu'on peut aller rechercher, il y a trois natures de gains financiers. Le premier, c'est avant tout la survie de l'entreprise et la pérennité de la croissance, qui peut aller gommer des impacts sur le deuxième cadre, qui est les gains en cycle de fabrication et en matériaux, qui ne sont pas forcément immédiats, parce qu'aujourd'hui, ces matériaux peuvent être plus chers. Bien sûr. Et le troisième, qui sont... On va peut-être faire travailler les collaborateurs plus à distance, on va diminuer les mètres carrés, on va diminuer les déplacements, on va diminuer, de même qu'on diminue l'impact environnemental parce qu'on transporte des pièces plus légères, donc au travers de notre flux, de notre chaîne logistique, ça va diminuer les coûts qui vont avec également. Donc c'est une Donc, vraie vision holistique du oui. problème qui permet de voir si on a fait des gains, si c'est plus cher et finalement quel est le résultat sur le, Voilà. sur le Donc, il produit va falloir en effet lier ces trois natures de gains environnementaux avec trois natures de gains financiers en face. Merci Olivier. Philippe, est-ce qu'on a des questions des internautes? Il nous reste, quoi, je sais pas, 4-5 minutes. Il nous reste rien, en Il fait, nous reste rien. mais Bon, allez. on va quand même en poser une à Solène Laurent. Une question d'un internaute qui nous demande sur quelle norme repose la question. Environnemental. Voilà, absolument. C'est Sur ISO, quelle norme ISO s'appuie 14001, non? C'est pas... Sur quelle norme s'appuie votre outil d'ACV, très précisément? Alors, en fait, donc il y a deux choses. Il y a l'outil Eco-Design Studio qui s'appuie donc sur la méthodologie d'éco-conception pour les produits de la mécanique, qui est aujourd'hui donc une norme européenne, la EN 16524. Et dans cet outil-là, dans cet outil qui reprend la structure de la norme, il y a un module d'analyse de cycle de vie, et ce module donc d'analyse de cycle de vie simplifié, il fait appel à plusieurs bases de données, dont une base de données mécanicienne, qui fait aujourd'hui l'objet d'un fascicule de documentation, le FDE 01008, et qui peut également utiliser soit la base impact de l'ADEME, soit la base de données Coinvent, qui est une des bases de données de référence en analyse de cycle de vie sur le marché. Question précise, réponse précise, hein, Philippe. Hein. Merci Solène. Il y a beaucoup d'autres questions, mais on n'a malheureusement plus le pas temps. le temps de les prendre, qui tiennent au coût. Combien ça coûte? Est-ce que c'est pas réservé aux très grandes entreprises? Alors ça, c'est une question qui pourrait permettre pratiquement une troisième table ronde, mais on l'a vu tout à l'heure quand même, et vous en avez parlé. Finalement, quand on a une vue holistique du problème, le coût de la CV lui-même ou le coût de l'effort précis peut être compensé par des coûts ou des économies induites. Moins de déplacements, transporter des pièces plus légères, je me trompe? C'est exactement ça. On a la chance aujourd'hui de travailler avec un consortium d'industriels à Lyon qui s'appelle la Ruche Industrielle, dans lequel il y a beaucoup de PME, et beaucoup de PME qui viennent pour ça. Comment on peut concevoir des produits plus éco-responsables pour que ça grandisse l'entreprise et pas que ça la coule. Et c'est des sujets de discussion aujourd'hui, mais c'est exactement la solution, c'est celle-ci. Si on regarde point à point, généralement ça ne marche pas. Il faut regarder de manière holistique la problématique et le résultat de l'équation. On ne manquera pas de les inviter la prochaine fois lorsqu'on abordera encore ce sujet. Merci à tous les trois, merci Solène. Merci. À bientôt sur la prochaine édition de Manufacturing Digital Innovation. On va laisser la place maintenant, dans quelques minutes, à un keynote de Guillaume Basset. C'est bien ça, Philippe?
qui est délégué au territoire de l'industrie auprès du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la cohésion des territoires, qui va nous parler des projets pour les territoires et l'industrie.